l'inquiétude des Allemands, parce que eux, on le rappelait, l'obsession de Berlin. Les Russes étaient à Berlin, et puis ils ont été délogés de Berlin. Regardez le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui veut renforcer les forces armées. Le gouvernement allemand a adopté le nouveau modèle de service militaire qui devrait permettre à l'armée allemande de recruter davantage de soldats. La loi instaurant un service militaire moderne sur la base du volontariat doit être modifiée parce qu'il n'y a pas assez de volontaires. Écoutez. S'il n'y a pas assez de volontaires, cela deviendra obligatoire. Le service militaire obligatoire en tant que tel pourrait théoriquement être réintroduit demain par une simple loi. Ça paraît énorme. L'Allemagne, vous étiez en poste en Allemagne, absolument. Quand vous étiez attaché de défense, mais pas espion. Non, pas espion. Pas du tout. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. C'est un autre monde. C'est un autre monde, mais il leur manque véritablement 20-25 000 hommes, c'est-à-dire l'équivalent d'une grosse division française, et simplement parce que le métier n'est pas attractif, parce que l'Allemagne a encore une culture relativement pacifiste, et que quand on est l'élite de la nation allemande, aujourd'hui, ne devient pas militaire. Encore en France, l'armée a gardé une certaine aura, il y a des gens... C'est même assez mal vu, c'est ça. Un peu par vocation. Là-bas, l'élite de la nation ne fait pas ça. Par exemple, les affaires étrangères, clairement, ont gardé une certaine élite. La Auswärtiges-Amt à Berlin, c'est l'élite de... Quand vous parlez allemand, vous êtes très impressionnant. Non, mais c'est toujours peur, mais c'est la nomenclatura de la haute administration allemande, alors que l'armée, très franchement, a beaucoup plus de mal à recruter. Ça sent la panique en Allemagne. Pardon. Regardez, je ne vois pas comment ils vont faire. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut appeler un chat un chat. L'Europe est au bord de la guerre. C'est de la politique intérieure. Enfin, je pense vraiment que, vu le pacifisme de l'opinion allemande, ils en rajoutent pour essayer de convaincre les gens. Il ne faut pas oublier que même dans les années 80, époque où la menace soviétique n'était pas fictionnelle, les Allemands avaient des manifestations pacifistes conséquentes. Vous aviez par exemple Olaf Scholz, qui a été chancelier par la suite, qui était dans ces manifestations-là. Donc il y a une tradition de pacifisme allemand qui est très fort. S'ils veulent inverser la tendance, ils sont obligés de dramatiser les enjeux. Le vrai problème qu'il y a derrière, au-delà du fait qu'il manque de volontaires, c'est qu'ils ont aussi une démographie qui est catastrophique et qui donc vont avoir du mal à alimenter leurs troupes, même s'ils rétablissent le service militaire obligatoire. Mais il faut quand même dire quelque chose, que le service militaire est obligatoire en Allemagne jusqu'en 2011. Oui. Donc on n'est pas non plus en train de parler de revenir à une politique... Ceci étant, énormément des conscrits allemands en 2011 faisaient en fait leur service dit militaire dans le monde civil. Ils aidaient dans les hôpitaux, les administrations. Nous aussi, il est suspendu. Mais comment ils ont 83 millions d'habitants. Ils doivent avoir des classes d'âge peut-être d'1 million, 2 million, 1,3 million par an. Pas avec une armée de 100 000 hommes. Comment vous intégrez ces classes d'âge tous les mois? C'est absolument infaisable. Est-ce qu'il y a un problème de niaque? C'est-à-dire, vous dites, on a bien compris qu'il y a beaucoup d'Allemands qui faisaient leur service, puis en réalité, ils étaient dans des bureaux à faire des espèces de machins sociaux très respectables. Mais enfin, c'est pas tout à fait l'armée. Non, mais c'est pas l'armée. C'est quasi objecteur de conscience, on peut le dire. Ou l'armée russe, qui maintenant, les deux armées sont très agréables. Non, après, l'Allemagne, depuis 1945, on ne l'a pas spécialement encouragée à être militariste pour de bonnes raisons, je pense. Mais c'est vrai de toute l'Europe de l'Ouest, finalement. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de péril vital, et la Russie n'est pas aujourd'hui un péril vital pour les pays d'Europe de l'Ouest. Prenons la carte. J'aimerais vos explications. Carte en main, s'il vous plaît. Prenons la carte en main quand on regarde ce qu'était le rideau de fer et ce qu'il est aujourd'hui en 2025. 89 Chute du mur, c'était d'ailleurs il y a 2 jours, si j'ose dire, enfin le 9 novembre. Et là, on a la version 2025. Quelle est la crainte concrète des Allemands aujourd'hui ? La crainte concrète des Allemands, c'est bien sûr une attaque kinétique sur le territoire allemand, mais quand vous dites que l'Europe de l'Ouest n'est pas menacée, je vous rappelle, nous sommes partis d'une alliance militaire. Si un pays de cette alliance est attaqué, eh bien, laissez-moi finir, les autres seront engagés. S'ils ne s'engagent pas, eh bien, cette alliance n'aura plus vraiment sa raison d'être. Et si nous nous retrouvons seuls, là, nous serons beaucoup plus vulnérables face à une attaque non seulement de la Russie, mais de n'importe qui va nous attaquer. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous dites que la Russie ne nous menace pas, et les attaques cyber, et la désinformation, et le sabotage, tout ça, ce sont dans la doctrine militaire russe. Tout ce qui est en dessous du seuil cinétique de la guerre font partie
de ce qu'on appelle la guerre. Nous l'appelons guerre hybride. Eux, ils ont un autre mot qui m'échappe en ce moment, mais ça fait partie de la guerre. Expliquez-nous pourquoi on ne croit plus aux chars. Pendant toute la guerre froide, on croyait à une vraie invasion avec des chars. Maintenant, on nous dit, oui, mais c'est la guerre informationnelle, le sabotage, blablabla. Pourquoi pas les chars? Parce qu'ils ont trouvé d'autres moyens. Le but des Russes, depuis Lénine... Il y avait déjà la propagande à l'époque du Parti communiste. Il avait même davantage depuis Lénine, c'est de pouvoir faire que l'ennemi tombe dans leurs mains sans tirer le moindre coup de feu. Samantha, pardon, j'insiste. Avant, il donnait en cash au Parti communiste français à Georges Marchais. C'était autrement plus impressionnant que de trois oiseaux sur Internet. C'est plus impressionnant, donc on se défend de façon beaucoup plus visible. Aujourd'hui, ce n'est pas visible, donc on ne se défend pas. Si, c'est visible, c'est des oiseaux sur Internet qui prennent le parti de la Russie, mais oui. Non, effectivement, la subversion soviétique était bien plus efficace que ne pourrait jamais l'être la subversion russe, parce que d'abord, il n'y a plus l'idéologie communiste derrière, donc c'est quand même plus complexe. Après... Parti communiste, ils ont fait jusqu'à 30% en France. Oui, mais en Italie de maintenant, aussi, il y avait des partis très puissants, des partis communistes très puissants dans toute une partie de l'Europe. Sur la doctrine russe, on fantasme énormément la doctrine russe. D'abord parce qu'en fait chacun se renvoie en fait le fantasme de ce que l'autre est censé lui faire. On dit la guerre hybride, les Russes en fait la guerre hybride pour eux c'est ce que nous on est censé leur faire, la peur des révolutions de couleur, etc., etc. Donc chacun, vous savez il y a un titre d'un roman de Tom Clancy, je pense que tout le monde connaît Tom Clancy sur ce plateau, qui s'appelle La somme de toutes les peurs. En fait c'est un petit peu ça qu'on est en train de vivre, on est en train d'ajouter la somme de toutes nos peurs et ça fabrique un contexte extrêmement anxiogène, mais la réalité de l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est que si les États-Unis n'y vont pas, elle va se déliter toute seule. Et donc en fait, la fragilité de l'OTAN aujourd'hui, elle n'est pas dans les pays baltes, elle n'est pas en Allemagne, elle est à Washington. C'est ça le vrai problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Le vrai problème, c'est que les Européens ne sont pas prêts à couper le cordon ombilical avec les Américains. Ça, c'est le problème numéro un. Le deuxième problème, c'est qu'on est en train de découvrir qu'on peut avoir des adversaires qui ont des intentions et qui pensent par eux-mêmes et que ce n'est pas nous qui décidons de tout ce qui va se passer. Ce à quoi on n'est pas encore tout à fait prêt, y compris au niveau militaire. Et après, du coup, on est dans une période d'angoisse. Mais les opinions ne suivent pas ça. En tout cas, en fait, elles n'ont pas cette impression. Pardon, Guillaume. Oui, moi je pense que l'une des explications pour lesquelles les dirigeants ont du mal à convaincre les opinions publiques en Allemagne, mais aussi en France, dans une certaine mesure, de la réalité de ce danger russe, c'est qu'il faut projeter les peuples sur le danger de moyen terme. Et ça, c'est très difficile. Et vous avez en Allemagne, pardon, je vais dire les choses un peu crûment, mais comme ça on gagne du temps, il y a un certain nombre d'Allemands, ils sont de plus en plus nombreux, ils votent pour la AfD et qui disent le danger, c'est pas la Russie, le danger, c'est les immigrés qui arrivent sans contrôle dans notre pays et qui refusent de vivre comme nous. Et donc, c'est pas parce qu'il y a un risque, d'ailleurs, que l'autre n'existe pas. Mais ça, c'est pas évident d'avoir cette chronologie-là. Et de la même façon, en France, le Rassemblement national, même s'il est moins ouvertement pro-russe que l'AfD, dit, écoutez, le vrai danger, c'est pas les Russes, le vrai danger, c'est l'immigration non maîtrisée. Parce qu'ils savent que c'est pas facile de mobiliser l'opinion sur deux risques, surtout quand ils sont pas à la même échéance. En tout cas, il faut s'armer. Il y a des études très sérieuses qui sont faites sur l'influence des Russes sur l'immigration clandestine en Europe. Je ne parle pas seulement de tout ce qui se passe sur la frontière entre le Bélarus, la Pologne et la Lituanie, mais sur tout ce qui se passe avec la poussée des immigrés illégaux depuis l'Afrique subsaharienne et depuis le Sahel vers l'Europe, qui est encouragée aussi par les Russes, parce qu'ils savent que ça va fragiliser nos sociétés. Qui instrumentalisent justement cette peur-là au bénéfice de leur politique à eux. Les Russes et les djihadistes. Mais en Allemagne, je pense que le gouvernement avait un énorme effort à faire pour convaincre sa population qu'à minima, il fallait relever le niveau. Et il y a quelque chose de très intéressant. Il n'y a pas si longtemps, Rheinmetall, le très grand conglomérat de défense allemand, se présentait comme un manufacturier de pièces automobiles qui faisait un petit peu d'armement. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse et l'action a totalement bondi. Et ils sont sur des marchés énormes et l'Allemagne veut dépenser. En tout cas, il y a même mieux que Rheinmetall, il y a Porsche. Vous savez, le groupe Porsche a décidé d'investir dans l'industrie de. Ils ont commencé en faisant des chars en même temps. Alors c'est vrai que c'est ce que j'allais vous dire, ça leur rappelle des souvenirs. Jusqu'à présent, ils avaient plutôt tendance à occulter cette partie-là de leur histoire. Très méchant. C'est bien, c'est Adolf Hitler. Ils se sont rendus compte que cette Porsche avait l'industrie automobile. Hitler avait lui-même dessiné la Porsche, c'est ça. En tout cas, il avait discuté avec les ingénieurs de chez Porsche. En fait, Ferdinand Porsche, c'est la Volkswagen, Coccinelle.
Et puis c'est une partie des chars lourds allemands, dont un qui s'est appelé le Ferdinand, en l'honneur de son concepteur, M. Ferdinand Porsche, qui après la guerre a fait des coupés de sport et qui a bien fait oublier ce passé-là.